Oh ho ho! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews qui sera consacré à nos lectures Batman parues chez Urban Comics au mois de novembre. Ce sera notre dernier podcast de l'année, alors on vous souhaite bien évidemment de passer de belles fêtes de fin d'année. Moi c'est Nico et pour m'accompagner dans ce dernier podcast 2023, je suis accompagné par deux membres de la team Batman Legend avec Benoît. Salut à tous. Et aussi Siegfried. Joyeux Noël tout le monde. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez qu'il y a une quatrième tête, eh bien c'est Thomas Savidan qui est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors Thomas, tu as déjà fait quelques apparitions avec nous sur nos podcasts, mais pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de t'écouter ou de te lire ou de te connaître, eh bien peux-tu te présenter brièvement à ces personnes-là? Ouais, je suis un peu le traître de l'émission parce que, je suis, surtout un lecteur de Marvel au départ et j'ai découvert, On a dit DC qu'on par commençait pas Urban comme ça, Thomas. et par ailleurs, je tiens un site qui s'appelle, Comics Have the Power où, là je chronique du Batman, donc quand même. Quand même, Mais quand même. pas que, un peu de tout. Avec des Bien. interviews, voilà. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je crois que Siegfried, on peut t'y voir un petit peu sur ce site aussi. Moins maintenant, mais oui, Un j'ai petit j'ai peu été moins, assez ouais. actif il y a 1 an ou 2, oui. Tout à fait. Bien, eh bien les amis, on est là pour parler de 5 ouvrages parus chez Urban Comics, estampillés Batman de près ou de loin, vous le verrez. Mais en tout cas, on va commencer tout de suite et honneur à notre invité Thomas, pour nous parler, de, Batman et Joker, faut pas oublier le Joker, Deadly Duo, par Marc Silvestri. Alors dis-nous tout, est-ce que ça t'a plu, ça t'a pas plu? C'est comment ce petit duo, Joker Batman? Alors moi j'ai passé plutôt un bon moment de lecture. Déjà, j'ai une relation assez personnelle avec Marc Silvestri. Comme j'ai dit, je lisais Marvel, assez jeune, c'est-à-dire que c'est un personnel, éloigné, hein, bien sûr, par les dessins. C'est-à-dire que quand moi j'étais, ado, en fait, c'est à ce moment-là qu'il était chez les X-Men. Voilà, j'ai un attachement, assez fort à ce dessinateur et j'étais très content de le retrouver sur du Batman. Il crée en fait il est aussi scénariste. Bon, c'est pas forcément le point fort, hein, on va être honnête, hein. C'est un scénario très sympa qui mélange en fait un polar où on enquête après une série de meurtres sur à la fois des policiers et des criminels et en fait, très rapidement au cours de l'enquête, Batman, croit que c'est le Joker le coupable et il se rend compte que non, c'est des espèces de monstres assoiffés de sang et le Joker débarque à ce moment-là et lui dit, «Bah, en fait, c'est simple, j'ai kidnappé le commissaire Gordon et soit on fait alliance ensemble pour trouver le criminel parce que, ces criminels, ils m'embêtent un peu, ou alors, bah, je te tue Gordon à petit feu, c'est-à-dire, je coupe un doigt, un morceau d'estomac, et cetera» et donc Bonne ambiance, Batman, quoi. ouais, 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 une ambiance bien cool. On est bien. Un samedi soir normal à Gotham. Batman est contraint de faire, équipe avec le Joker et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'en fait, ça se passe pas, évidemment ça se passe pas bien, mais ça se passe pas tout de suite. C'est-à-dire que dans un premier temps, il est enfermé avec une cagoule sur la tête dans la Batcave, le Joker, et Batman refuse à tout prix de l'utiliser et progressivement au fil du récit, il se sent un peu obligé de l'utiliser. Alors, bien entendu, c'est un récit, qui est assez, ça va pas en grande profondeur, hein, faut pas rêver, hein, c'est pas un renouvellement du truc. Mais bon, je me suis pas ennuyé. Je trouve que l'ambiance un peu horrifique qui s'installe progressivement avec, des scènes nocturnes, des scènes dans les égouts abandonnés, des lieux de métro, tout ça, j'ai trouvé ça, sympa. Donc, moi, je serais très positif. Ouais, plutôt positif pour ce premier récit, sur Batman et Joker. C'est aussi votre avis, Siegfried Benoît? Alors honnêtement, au niveau dessin, c'est magnifique, même si personnellement j'ai acheté en fait les 2 versions, j'ai la couleur et la noir et blanc. La noir et blanc, pour moi, est beaucoup plus jolie, que celle en couleur. Je trouve qu'on y perd un petit peu.
Voilà, après, je veux dire, j'en veux pas du tout aux coloristes, hein, mais je trouve on y perd un peu. Après, au niveau du scénario, on est quand même assez bas de plafond. C'est pas non plus hyper développé. Il y a des manques dans l'intrigue. Il y a des raccourcis assez importants. Pourquoi? Parce que. Voilà, c'est comme ça. D'accord, ok. Donc voilà, c'est l'implication du Joker à la fin. Moi, j'ai toujours pas compris. Vraiment, c'est ce qu'il fout là. Pourquoi au départ il est impliqué dans le truc véritablement. Voilà, pour moi, c'est une œuvre à lire, surtout pour le visuel. Et je pense qu'on est sur quelque chose au niveau du dessin, en tout cas sur un récit qui peut être comme un tournant comme un Batman Silence à l'époque. Ah oui, attends, grosse référence, Batman Silence quand même. Ouais, ça peut faire le truc. Ça peut être un basculement sur, tout ce qui est, uniquement Black Label, sortir un peu vraiment de la continuité et faire que du Black Label, enfin des one shot, qui sont comme ça, on donne le truc à un artiste, et un scénariste et vas-y amuse-toi avec Batman, quoi. Donc ouais. Donc c'est plutôt positif aussi. Alors c'est un autre angle que Thomas, mais plutôt positif. Siegfried, quel est ton avis sur ce Deadly Duo? À ton avis, plutôt négatif, forcément. Si les autres ont aimé, c'est que je suis plus critique. Bon, pour moi, il y a 2 promesses essentiellement dans cette œuvre. C'est le titre, Batman et Joker Deadly Duo, et dans les faits, on peut pas dire qu'ils remplissent vraiment cette promesse-là, puisque, étonnamment, le Joker n'apparaît pas du tout dans le premier fascicule. Ensuite, pendant 1 ou 2 fascicules, il est juste prisonnier dans une cave. Il se bat à côté de Batman pendant 1 ou 2 fascicules, et puis il est plus là à la fin. Bon, avouons que pour un titre qui s'appelle Deadly Duo, on s'attendrait quand même à avoir davantage de team-up entre les 2 personnages, et dans les faits, ce team-up est quand même plutôt absent, d'autant que quand on comprend à la fin de l'intrigue que ce duo n'a jamais été vraiment justifié. En fait, le Joker n'intéressait même pas particulièrement les super-vilains, donc il est un peu là dans l'intrigue parce que c'est plus sexy d'appeler ça Batman et Joker Daily Duo que Batman tout seul, je sais pas quoi. Bon, on sent qu'il y a finalement un argument plutôt marketing ou plutôt un auteur qui essaie de s'amuser avec ces 2 personnages sans parvenir réellement à le justifier de façon dramatique, parce que vraiment, quand vous lisez l'histoire, vous ne comprenez pas ce qu'ils font ensemble. Et dans les faits, le super vilain avoue même lui-même à la fin, en fait, je me suis jamais intéressé au Joker, c'est que toi qui m'intéressait Batman. Bon, d'accord, merci pour tout ça. Et il y a une interview un peu lunaire de Silvestri à la fin de l'œuvre pour qu'il explique un peu ce qu'il a voulu faire. Et il explique qu'il a voulu explorer tout le potentiel comique du duo Batman et Joker de façon un peu inédite. Oui, enfin, le Joker et Batman, on les a déjà vus des dizaines de fois s'allier. En fait, c'est pas du tout inédit. Et dans les faits, je trouve que dans Batman Europa, c'était beaucoup plus intéressant, par exemple. Même récemment entre guillemets, mais dans Last Night on Earth de Snyder Oui. et Capullo, De Snyder, ouais. voilà, c'était aussi beaucoup plus savoureux. Enfin, ils avaient des échanges qui étaient vraiment, vraiment à la fois sardoniques, ironiques, sarcastiques. Enfin, ils étaient vraiment à la fois cette menace voilée et cette manière de se tenser systématiquement, ce que tente ici de faire Silvestri, mais quand même avec on va pas dire de maladresse, ce serait un peu beaucoup dire, avec une platitude qui n'est pas du tout digne d'un tel duo. Donc pour quelqu'un qui prétend faire quelque chose d'œuvre aussi originale, je trouve que l'écriture de l'alchimie entre les 2 personnages est quand même plutôt ratée. Et la deuxième promesse, c'était d'écrire un thriller. Enfin, lui, il se vante beaucoup à la fin. J'ai beaucoup réfléchi à comment dévoiler qui serait vraiment le super vilain de l'intrigue pour qu'on C'est un le devine pas trop. Italo-américain. Hein. Voilà, ouais, on va dire ça. Bon, ça. Bon, mais vraiment, il essaie beaucoup sur comment mettre en place les super vilains pour qu'on croit que le super vilain c'est une telle personne, et en fait, on découvre à la fin que c'est tel autre sans qu'on l'attende. Non, mais ta révélation, elle est toute nulle. En fait, ça ressemble à 3 millions d'intrigues qu'on a déjà vues, y compris dans chaque fascicule, littéralement dans chaque fascicule de la continuité. Il n'y a absolument aucune écriture particulière du dévoilement surprenant du super vilain. Et limite, c'est pire parce que quand on découvre qu'il est le super vilain, on se demande comment et pourquoi il s'est embêté autant de fois dans l'intrigue à mettre en place des espèces de plans à l'assaut avec voilà, à un moment, on a 2 personnes qui sont suspendues, qui vont tomber, Batman dans une espèce de cage, et puis il doit décider si les personnes doivent survivre ou pas. Et puis à un moment, il y a des innocents qui sont dans un train qui va dérailler, et il faut qu'ils trouvent comment, mais qui est trop lourd, il faut qu'ils trouvent comment réduire le poids pour sauver tout le monde. Enfin, pourquoi avoir des plans aussi élaborés alors si le super vilain à la fin est cette personne-là qui n'a absolument aucune raison d'avoir fait tout ça et dont on ne comprend pas trop en fait les intentions par rapport à tout ce plan, d'autant qu'on va avoir, évidemment, ne spoile pas parce que c'est pas le but ici, mais on comprend aussi que tout le but de ce volume était en fait
davantage que de raconter une bonne histoire, parce que la bonne histoire, elle est pas là, était de mettre en place un super vilain, sauf que comme il s'agit, d'un one shot, a priori, il est pas prévu de suite. Donc est-ce que le but était de faire un super vilain qui est supposé maintenant être disponible pour la continuité, mais comme on le sait, les scénaristes font un peu ce qu'ils veulent de la continuité, donc il y a aucune raison qu'ils l'exploitent particulièrement. Ou alors c'est vraiment juste que Silvestri veut refaire un Deadly Trio ou je sais pas quoi, une suite à ça, mais on sait aussi il commence à être plutôt âgé, ces années Image Comics, ceux qu'il avait cofondé dans les années 90 sont quand même bien derrière lui, donc il a quand même vraiment pris son temps pour faire ce volume-là. Est-ce que vraiment il sera en forme pour refaire un autre volume malgré la relative faiblesse de celui-là? Et est-ce que ce nouveau personnage est vraiment si intéressant de justifier qu'on écrit tout un pseudo one-shot qui n'a en fait pas de résolution pour le mettre en place? Je suis pas tout à fait sûr. Enfin bref, pour moi ce comic, c'est surtout un argument marketing avant tout, puisqu'on sait que il y a eu des dizaines de couvertures alternatives aux États-Unis. Il y a eu 2 éditions, dont une édition de luxe en France. Enfin, des choses qui n'ont absolument aucun sens, parce que Silvestri, c'est un nom qui est totalement inconnu du lectorat contemporain. Encore une fois, il a participé à la fondation d'Image Comics, donc il a fait partie des grands noms du comics au début des années 90, mais à côté de plusieurs autres artistes. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est quand même plus grand-chose. Donc, nous dire, regardez, c'est le grand retour de Marc Silvestri, on va vous faire une méga édition de luxe de Batman, de cette nouvelle œuvre. Bon, non, c'est pas plus prestigieux que le dernier truc d'Azzarello, le dernier truc d'Ennis, ou le dernier truc d'Ellis, ou le dernier truc de Miller. Enfin, pourquoi mettre en avant particulièrement celui-là, à part pour nous dire, regardez, c'est important. Et c'est important parce qu'on le publie dans des couvertures alternatives. Enfin, c'est une espèce d'acte performatif de comment on le publie sous une édition de luxe. Ça montre que c'est important, mais en fait, c'est Urban qui nous fait croire que c'est important plus que l'œuvre elle-même n'est importante. Exactement comme on avait eu l'histoire de Dark Knight, Dark Prince Charming. Enfin, voilà, on a quand même souvent cette mécanique d'un éditeur qui nous dit cette œuvre est importante parce qu'on la publie dans 25 éditions alternatives plus que parce qu'elle ne serait vraiment bonne en soi. Et effectivement, ça se sent quand on lit l'ouvrage que il a quelques moments qui sont chouettes. On renoue avec un Batman qui est gothique, avec des choses qui sont un peu sanglantes. Le dessin est pas mal, même si, bon, si on n'insistait pas autant sur le dessin de Silvestri, je suis pas sûr que ça serait tellement notable par rapport à tellement de bons dessinateurs qui travaillent sur Batman par ailleurs. Mais voilà, il y a vraiment cet acte performatif de marketing qui survend un récit qui est quand même relativement moyen et qui, à mon avis, ne délivre ni sur la promesse du Délio, ni sur la promesse d'un grand thriller. On est plutôt dans une espèce de bagarre contre des zombies avec un super vilain inédit à la fin qui est pas forcément si mémorable que ça, et beaucoup de pseudo-enquêtes avec du blabla pseudo-scientifique. Enfin, il y a peut-être une dizaine de planches où il trouve une dent et voilà, c'est vraiment juste du blabla sur un troisième type d'ADN et puis plein de mots compliqués qui veulent rien dire et tout ça pour une bagarre de zombies à la fin. Bon, est-ce que vraiment ça valait le coup de nous faire croire, vraiment de bavarder à ce point sur rien et sans alchimie particulière, sans écriture particulière, sans thriller particulier? Non, pas forcément. Donc voilà, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui écrit un peu la va-vite et qui est un peu survendu et qui mériterait pas tant de hype, qui se lit, mais qui n'aurait pas dû mériter une telle avalanche de couverture alternative et un tel marketing. Alors Thomas, je sais que toi qui as une relation personnelle avec Marc Silvestri, du coup j'ai l'impression que tu voulais réagir. Non, je vais juste dire que si tu regardes la démographie des lecteurs de comics, si, en fait, c'est un auteur qui est connu parce qu'il correspond à la jeunesse d'une majorité des lecteurs actuels de comics, en fait. Et juste, pour moi, en effet, c'est pas un chef-d'œuvre, je suis d'accord. Par contre, pour une fois, on voit Bruce Wayne qui va bosser quand même. Il se fait rappeler alors par Alfred pour aller à une réunion. Ça fait combien d'épisodes de la continuité qu'on l'a pas vu aller à une réunion? Alors, ok, c'est une demi-page, mais pour une fois, le Bruce, il quitte le manoir, il va bosser. Donc, il y a un intérêt. Non, et puis c'est vrai que la scène dans le train, j'ai trouvé ça assez sympa où, bon, je ne vais pas spoiler, mais le Joker fait évidemment un acte horrible et on a Batman qui, ah, ouais, c'est vrai que c'était peut-être nécessaire. Bon, allez, d'accord. Allez, ça passe pour cette fois. Ça passe pour cette fois. Ouais, c'est ça, ça passe pour cette fois. De toute façon, on n'est plus à 3 morts près, hein, tu peux y aller. Hein. Mais voilà, et évidemment, le scénario est pas là, hein, loin de là, mais voilà, pour le dessin, moi, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Marc Silvestri, ce qu'il faisait, voilà, chez Image, avec, entre autres, Darkness, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est une Madeleine de Proust, tout simplement, pour des lecteurs, voilà, qui ont nos âges, voire un peu plus. Madeleine de Proust, oui et non, parce que son dessin a complètement changé depuis ses années Image. Là, il est plus dans un style très contemporain, un peu assuré, ce qui est d'ailleurs renforcé, je trouve, par les couleurs. Donc, effectivement, je trouve que l'édition noir et blanc est supérieure parce qu'on retrouve vraiment le trait de Silvestri qui est un peu gommé par la colorisation. Mais, enfin, je trouve que son dessin est quand même très différent et heureusement de ce qu'il faisait dans les années 90, qui accusait un peu son âge. Là, on est plus dans une espèce de post-Capullo assuré.
peu plus net. Ouais, enfin, tu reconnais ces visages très triangulaires, tout ça, mais en même temps, comme il s'ancre lui-même maintenant, ça change beaucoup de choses, quoi. Je te rejoins là-dessus, c'est qu'il a fait évoluer son style parce qu'il s'ancre lui-même et donc il fait passer beaucoup de choses par l'ancrage, alors qu'avant, c'est pas lui qui décidait de ça. Mais du coup, c'est pas non plus une lecture vraiment nostalgique, dans le sens où si vous lisez du Silvestri pour retrouver, les espèces de corps complètement excessifs des années Image, y compris dessinés par Silvestri, c'est pas ce que vous allez retrouver là non plus. On est plus dans un dessin dans une volonté d'illustration gothique que vraiment dans une volonté de renouer spécifiquement avec l'héritage d'Image Comics. Et tu vois ce qu'il est devenu Ouais. et je trouve qu'il vieillit pas si mal, quoi, par rapport à d'autres, Oh oui, je dis pas ça, je dis juste qu'il fait tu autre vois? chose et il faut pas lire ça Ouais. alors que si on lit du McFarlane aujourd'hui, par exemple, on Mmh. s'attend McFarlane est plus dans une volonté de nostalgie, là où Silvestri, cherche plus à se réinventer, à proposer autre chose. Il ne fait pas ce volume pour ses lecteurs des années 90 spécifiquement, il fait ce volume parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il Ah a oui. envie de faire du Batman avec son Ouais, style contemporain. Pas du tout dans ouais. une espèce, contrairement à ce dont on va parler juste après justement, pas du tout dans une volonté de nostalgie par rapport à ses heures de gloire dans les années 90. Alors justement, on parle de nostalgie, on parle de McFarlane, on parle de Image Comics. Eh bien, il y a également Batman Spawn qui est arrivé ce mois-ci. Alors, il y a 2 récits. On va commencer par le premier qui reprend un récit publié en 1994 et qui s'intitule tout simplement Batman Spawn 1994. Ben tiens, quelle belle idée. Du coup, Siegfried, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est bien ce petit duo Batman Spawn après le duo Batman Joker? Alors plus précisément, ce volume comporte 2 récits, tous les 2 publiés en 94, qui sont effectivement il y a eu 3 crossovers en tout Batman Spawn, les 2 de 94 et donc celui dont on va parler juste après, Après, ouais. qui est contemporain. Donc ces 2 récits, on a War Devil qui est scénarisé par Doug Main, Chuck Dixon, Alan Grant et dessiné par Klaus Janson, excusez du peu. Et on a le Spawn Batman de Frank Miller et dessiné par Todd McFarlane. Donc on rappelle que Spawn est un personnage à la base créé par Todd McFarlane et qui donc n'appartient pas à DC, d'où l'intérêt de faire ces espèces de petits crossovers entre maisons d'édition, avec Batman qui évidemment est l'espèce Spawn est un peu le Batman d'Image Comics et inversement, donc ces duos ont tout à fait du sens entre 2 espèces de justiciers hyper violents, de l'ombre, traumatiques, avec des capes invraisemblables et et souvent des artistes qui ont dessiné à la fois pour Image et y compris du Spawn et pour Batman. Donc voilà, c'est des croisements qui font totalement sens. Le problème, c'est que le premier récit est vraiment très mauvais. Déjà, on sent que Doug Main et Dixon et Grant au scénario, ça fait déjà 3 scénaristes pour une aventure qui fait une cinquantaine de pages, c'est quand même beaucoup, et c'est quand même 3 scénaristes importants, qui sont tous les 3 assez immenses et avec des styles qui sont vraiment distincts les uns des autres. Et bon, de fait, ils accouchent de quelque chose qui ne ressemble en fait à aucun des 3, qui peut-être à la rigueur ressemblerait plus à du Munch qu'à du Dixon ou du Grant, et qui est vendu évidemment par Urban comme un récit inoubliable sur la quatrième de couverture, alors que c'est complètement inoubliable. Batman et Spawn qui enquête sur la disparition d'une espèce de colonie américaine d'il y a plusieurs siècles, et ça les amène à lutter contre un démon qui devient un super démon. Bon, c'est Janson, quoi, donc c'est quand même plutôt correct, même si Janson était un bien meilleur encreur que dessinateur, il se foule pas non plus, et les scénaristes se foulent pas non plus, et ça ressemble typiquement à une espèce de récit. Enfin, on voit vraiment les Un récit scénaristes qui qui se sont saoule pas, quoi. les scénaristes qui se sont dit bon, c'est quoi l'identité d'Image Comics? Bon, c'est des grosses bâtons qui n'ont pas beaucoup de sens, avec des pouvoirs partout, et on se fiche un peu de l'écriture. Bon, on va faire ça avec Batman. Ok, bon, de fait, c'est pas du tout oubliable. Donc, plus important, le récit scénarisé par Miller et dessiné par McFarlane, évidemment chapeauté par McFarlane, c'est le dessinateur de Spawn, donc quand il dessine du Batman Spawn, évidemment, il discute aussi beaucoup avec Miller de comment créer cette alchimie entre les 2 personnages. Tant que Miller, il sort quand même The Dark Knight Returns, donc, et de Batman Year One, donc c'est déjà une superstar. Donc c'est quand même un team-up qui est plutôt intriguant et qui est plutôt important à la fois pour DC et pour Image. Il y a de l'enjeu avec un peu leurs 2 auteurs stars. Et ces 2 auteurs qui décident de s'amuser comme des petits fous, et ça se sent. Déjà, le dessin, il est un peu cartoon, parce que voilà, c'est le style de McFarlane, et l'avantage de ce dessin cartoon, c'est que c'est très, très lisible aujourd'hui, ça fait sourire, mais à aucun moment ça ne paraît daté, ça pourrait pratiquement paraître aujourd'hui comme un récit un peu stylisé, un peu comique, mais ça marche très bien. Et Miller s'amuse énormément, on sent qu'il est vraiment dans une phase de transition. Bon, lui essaie de nous faire croire que c'est le même Batman que The Dark Knight Returns. Bon, dans les faits, c'est pas tout. C'est un Batman qui est
il ressemble beaucoup plus au Batman d'All-Star, Batman et Robin, sans l'excuse de l'immaturité de Batman All-Star et Robin. Enfin, il balance toujours des trucs qui sont beaucoup trop pseudo-edgy. Enfin voilà, c'est vraiment une espèce de Clint Eastwood qui balance toujours des espèces de vannes, de vannes un peu dark. Il est ridicule, mais volontairement ridicule. Et du coup, on voit vraiment Miller qui s'amuse de ses propres tics un peu autoparodiques au moment où il est en train d'écrire Sin City. Donc voilà, on retrouve vraiment cette veine. Et franchement, c'est plutôt bien écrit. À partir du moment où on accepte ce postulat autoparodique à la fois de la part de Miller et de la part de McFarlane, ça se déguste vraiment pas mal. Avec voilà, ce Batman complètement immature. Même si l'histoire reste divertissante. C'est pas du tout une grande histoire, ça ne prétend pas être une grande histoire, c'est juste une histoire autoparodique. À la rigueur, si vous voulez vraiment l'autoparodie divertissante dans les années 90, je trouve que le volume Hitman qui était paru le mois dernier ou il y a 2 mois était quand même beaucoup plus abouti, beaucoup plus divertissant et beaucoup mieux écrit. Là, on est plus sur une espèce de petit bonbon. Et ça reste un peu mon reproche sur ce volume, c'est que on a 2 récits de 50 pages. Est-ce que ça deux récits qui en plus l'un est faible, l'autre est juste moyen. Est-ce que vraiment ça justifie un achat à part entière dans un volume à part entière? Non. Et Urban en fait on a tellement conscience qu'ils publient eux-mêmes, ils doublent eux-mêmes le premier récit War Devil en publiant les crayonnés à la fin du volume, ce qui fait que vous avez 150 pages, mais en fait juste une histoire qui est là dans 2 versions différentes et l'histoire de Miller et McFarlane, tout ça pour gonfler le volume à 150 pages et faire croire que c'est un volume qui serait intéressant à part, alors que non, n'exagérons pas. Le volume n'en vaut pas, le volume n'en vaut pas la peine. Oui, la deuxième histoire est sympathique, mais dans son ensemble, il n'y a aucune raison de payer un volume de 150 pages pour lire 50 pages qui sont au mieux divertissantes. Surtout que c'est le moins bon dessinateur des deux, donc s'il y avait eu le choix, il aurait mieux valu avoir ceux de McFarlane en noir et blanc, quoi. À la rigueur, ça aurait été plus curieux, oui. Ouais. Alors du coup, toi Thomas, tu en as pensé quoi? Tu es plutôt sur la même longueur d'onde que Siegfried? Sur ce Alors moi, récit? Sur ces 2 j'avais récits, du coup? intitulé ma chronique, c'était 2 salles, 2 ambiances, quoi. Parce que le premier récit, on sent vraiment que les auteurs de DC en gros, on leur a dit, bah, les auteurs d'Image, c'est les auteurs à la mode, donc vous nous faites un crossover. Parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est de replacer un peu dans le contexte de l'époque et de voir que c'est quand même un peu comme si c'était un changement de trône et que donc le crossover, c'est un moyen pour DC d'essayer de récupérer un jeune public qui est basculé sur Image. Et donc les auteurs d'essai, ils font leur boulot, mais surtout le dessin. Moi, j'ai trouvé que Johnson, c'était des fois mais illisible et vraiment très très moche, quoi. Et mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelles sont la place des héros. Donc il est mauvais, mais j'ai trouvé intéressant de voir quelles sont la place de chacun des héros chez chacun des éditeurs, parce que le premier chapitre était publié par DC, le deuxième par Image. Et comme par hasard, dans l'épisode de DC, Spawn est un espèce d'élève qui prend modèle sur Batman pour évoluer, alors que comme l'a dit Siegfried, dans l'épisode d'Image, c'est plutôt Batman qui est un sale gosse insupportable et Spawn qui s'en sort un peu mieux. Donc c'était assez amusant. Donc le premier épisode, pas terrible, mais le deuxième, par contre, de Miller McFarlane, j'ai adoré. Je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est, comme tu l'as dit, Siegfried, c'est presque une préfiguration de All-Star Batman and Robin. C'est comme si il construisait une espèce de continuité en faisant la jeunesse du Dark Knight Return, puis et de placer en fait ces différentes périodes. Et même si c'était pas voulu à l'époque, on a l'impression qu'on peut intercaler Batman All-Star avant, celui-là un petit peu avant. Moi, je mettrais un petit peu avant All-Star dans une espèce de continuité. Et c'est assez amusant d'essayer de construire sa propre continuité dans le monde de Miller. Et ouais, j'ai beaucoup rigolé. Bruce, il est insupportable. Alfred est hyper drôle. Il essaie de faire boire une tisane à Bruce. Alors forcément, l'autre qui pense qu'à défoncer des têtes et à tuer les criminels, la tisane, elle passe mal. Mais ouais, ça m'a vraiment bien fait rire. Et à la fin, la dernière image où Batman foudrage balance son batarang sur la tête de Spawn, c'était assez drôle. Je dévoile rien puisque c'est la couverture alternative, donc on la voit partout sur Internet. C'est ce que j'allais dire, c'est la couverture alternative, ouais. Effectivement. Ouais, donc pour le deuxième épisode, surtout si on est fan de Miller, je trouve que ça peut être intéressant. Mais même si je suis d'accord que un épisode sur 2 et en plus avec les couvertures alternatives. Un tiers de l'ouvrage qui est concerné, quoi. Mais ouais, c'est ça.
Ok. Ouais. Ok. Benoît, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, je suis d'accord. Je préfère le deuxième récit. Moi, j'ai adoré voir Batman qui dit vaut rien en permanence lorsqu'il il appelle les criminels et tout. Je trouve ça très très drôle. Et oui, voilà. Après, on va y revenir sur le tome d'après, mais je comprends pas que Urban n'ait pas mis les 3 récits dans un seul. Ça aurait fait un beau volume, un beau truc sympa. Je pense pas que le noir et blanc à la fin, là, pour le coup, apporte véritablement. Donc, bon. Mais Ouais. Ah, puis, j'ai oublié de dire, il y avait un propos politique aussi sur, on va pas dévoiler la responsable de tout ça, mais il y a quand même une critique de la charité et de la place des riches dans la société qui m'a aussi bien fait rire, quoi. dans le premier. Non, dans le deuxième, celui de Miller. euh, Non, Bah, ça je va veux pas, ça va pas. Ah pas oui, marcher, oui, Benoît. oui, c'est vrai, avec les clochards, etc. Oui, Ouais, je confonds les 3. ouais, et Oui, oui, voilà. c'est vrai. Ouais. Et après, voilà, c'est ce qui est sympa à lire, c'est moi, c'était l'époque où je lisais les Spawn. Depuis, je les lis plus. Et ça fait un moment. Et du coup, c'est vrai que je me suis remis dans le bain des Spawns que je lisais à l'époque. Et du coup, le trait de McFarlane est vraiment particulier là-dessus. Donc, c'est assez sympa. Contrairement au Contrairement prochain. au prochain. Alors, si on y passait, allez, le prochain, Allez, c'est du coup beaucoup plus moderne, c'est ça. puisque c'est le récit Batman Spawn qui a été publié il y a quoi? Il y a 1 an ou 2 aux US, je sais plus. Cette fois, c'est Todd McFarlane avec Greg Capullo. Et eh Exactement. bien, c'est pour toi, Benoît, de nous présenter ce récit. Je t'écoute. Alors, on t'écoute. Alors, donc, les 2 précédents, déjà, ils se souvenaient pas puisque c'est pas dans la même continuité et celui-là, c'est pareil. Ils ne sont jamais croisés avant. Donc tout ce qui a été fait, on le voit pas, sauf un petit clin d'œil à un moment donné, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Bref, dans l'histoire, c'est une bonne question parce que j'ai absolument rien bité. Voilà, j'ai rien bité. À un moment donné, ils se rencontrent, via une rue qui permet aux dimensions de passer de l'un à l'autre. La Il y a la cour des hiboux qui veut en fait recruter Batman pour devenir leur chef. Alors, c'est également, par contre, dans la continuité de Spawn, puisque c'est actuellement ce qu'on lit, je crois, dans les parutions françaises, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je suis largué sur Spawn depuis très longtemps. Bon, du coup, ça m'a un peu spoilé voilà, le présent de Spawn. C'est un peu dommage, mais bref. Du coup, après, j'ai rien compris à l'histoire. Honnêtement, j'ai admiré les dessins parce que voilà, c'est Capullo et c'est très très beau, mais j'ai absolument rien bité à l'histoire. Voilà. Donc c'est très beau, c'est Alors, très très beau, est-ce que c'est quelqu'un a très très compris beau, quelque chose de cette histoire? mais Je pose la question. Thomas ou Siegfried, quel est votre regard sur l'histoire qu'a voulu nous présenter Todd McFarlane et Greg Capullo? Bah, c'est ce qui est c'est compliqué de s'en tout dire, mais en fait, c'est un peu étrange parce qu'en fait, c'est du côté de DC, je pense que c'est censé être un one shot, mais McFarlane, parce qu'en fait, c'est un très g c'est un très enfin, c'est un excellent dessinateur, mais c'est aussi un excellent homme d'affaires. Donc en fait, il tente par ce volume de nous lancer une série. Donc en fait, l'épisode se révèle être un épisode introductif d'un possible, une possible série plus ou moins courte, quoi. Donc en fait, au départ, en effet, il se retrouve avec Crime Alley qui est, donc l'endroit où les parents de Bruce ont été tués, qui correspond aussi à un endroit dans le New York, de Spawn. Et Spawn, en fait, comme il veut récupérer son épouse dans l'au-delà, il doit récupérer un objet qui est dans le monde de Batman. Donc par cet espace, un peu fin comme une espèce de trou dans la dimension, il peut aller dans le monde de Spawn et on se rend compte que l'objet qu'il veut récupérer, en fait, c'est le collier de Martha Wayne. Parce qu'en fait, il y aurait une des perles du collier qui aurait quelque chose. On ne sait pas trop quoi, il y aurait quelque chose. Parce qu'il faut savoir que McFarlane, c'est pas un grand scénariste de la structure, on va dire. Son truc, c'est l'accumulation. Donc en fait, à chaque fois, il te rajoute des trucs. Et là, c'est typiquement ce genre d'épisode. À chaque fois, il rajoute des trucs, il amène des nouveaux des personnages, des machins qui débarquent.
Ce qui fait que ouais, je suis d'accord, l'effet boule de neige, si tu te la prends en pleine face, ça peut être un peu dur à suivre. Mais Ok. Ce qui si un jour, explique, moi je dis, il faudrait le juger retour de s'il y a Benoît. une série. Ouais, je sais pas si ça va voir le jour, Bah non, mais parce que DC veut pas, mais McFarlane, ouais. il tente. Ok, Siegfried, ton regard rejoint un petit peu celui de Thomas? Oui, bah, effectivement, il y a quelque chose d'assez déceptif à découvrir à la fin de l'histoire qu'en fait, on n'a absolument rien conclu du tout. Enfin, ça conclut juste sur une espèce de méchant qui dit, «Tout se déroule comme prévu, mettons maintenant en place la phase B». Bah, c'est pas ce qu'on appelle une conclusion avec fin, point d'interrogation. Sachant qu'en fait, on avait déjà été spoilé parce que déjà la moitié de l'intrigue, quand les 2 personnages vont aller voir le Joker quand ils partent, le Joker dit, ils ne savent pas du tout ce qui les attend. Effectivement, on ne sait pas de quoi il parlait à ce moment-là. Donc en fait, dès la moitié de l'intrigue, il était déjà clair que non, l'intrigue n'aurait pas de fin puisque le Joker apparemment fait référence à des menaces qui, elles, viendraient du monde qu'on ne voit pas encore dans la suite. Bon, bah, ce qui est un peu problématique parce que déjà Urban, sur le 4e de couverture, nous dit quand même, alors j'ai retrouvé la phrase, attention, c'est: «Cet événement épique est la super production que vous attendiez depuis plus de 20 ans». Bon, alors c'est pas 20 ans, c'est 30, déjà il faut prendre à compter, mais c'est pas très grave et on attendait, ben non, en fait, personne n'attendait un Batman Spawn, donc non, ça a jamais été promis, il n'en a jamais été question, c'est plus une surprise qu'une attente et événement épique, on parle d'un Benoît, il a arrêté de lire les Ah! Spawn quand il a su qu'il allait avoir ça dans 30 ans. bien Tu sûr. sais, comme McFarlane, il en fait des tonnes, tous les 2 ans, McFarlane, il ressortait, ouais, si, je reviens dans Batman, tout ça. Mais du point de vue commercial, hein, pas du tout du point de Ouais, vue oui. scénaristique. Mais très régulièrement, c'est comme son film, hein. Il veut Ah faire oui, un Ah film ça, Spawn ah oui. et ça fait 20 ans au moins, je pense que tous les mois, il dit: «Mais si, je vous jure, j'ai fini le scénario, on va tourner». Donc c'est pareil, Ouais, régulièrement, il parle de ça. j'ai et alors fini le effectivement scénario, mais là, avec la grève des scénaristes, du coup, ça a été reporté. Donc, Ouais, c'est ça. il faut attendre pour le peaufiner, et cetera. Mais ça fait c'est ouais, ça. voilà, ça fait 25 ans que les À scénaristes cause sont en grève chez lui, À donc, cause des événements qui vont avoir lieu dans 5 ans, mon film ne pourra pas être fait avant 10 ans. Ah bah ouais, c'est embêtant, Ah dis non, donc. non, mais exactement, Bon, exactement. non, mais il est trop drôle. enfin bref, disons que vendre ça comme une super production épique alors qu'on parle d'un récit en 50 pages qui, en plus, n'est qu'une première partie hypothétique d'une suite qui n'est même pas prévue, qui n'a même pas été annoncée et qui se trouve dans un récit qui est présenté comme complet, ben, c'est plus une arnaque qu'autre chose. Et effectivement, quand vous lisez 4e couverture qui vous dit super production épique attendue depuis 30 ans, vous attendez pas forcément à avoir un récit de 50 pages, mais qui est triplé parce qu'on a après ces 50 pages, la version encrée non colorisée et ensuite la version crayonnée. Donc, encore une fois, il s'agit de juste gonfler pour donner l'impression d'acheter un gros volume, alors que dans les faits, ben, l'histoire, vous l'aurez fini en une demi-heure si vous le lisez super lentement. Donc, bon, comme disait Benoît, ils auraient pu mettre très bien les 3 récits dans un seul volume, et même les 3 récits avec tous les bonus. Ça n'aurait fait qu'un volume de 300 pages, donc ça aurait été tout à fait faisable. Mais évidemment, l'intérêt était purement marketing. Voilà, vous faire croire qu'il y a le nouvel événement qui est le comics de McFarlane et Capullo, il faut absolument l'acheter. Et pour le comprendre, bah, il faut absolument acheter l'autre volume de 94, même si le tout ne fait que 150 pages et vous achetez plein pot pour 2 volumes de 50 pages pour en fait un truc qui n'en fait que 150 au total. Bon, on est dans du pur marketing et tout ça pour des 3 récits qui sont tous moyens, parce que là, on va pas. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut pas trop tourner autour du pot. Autant c'est assez joli parce que c'est Capullo, c'est un grand dessinateur, même si je trouve que il y a pas de il est pas à son meilleur non plus. Il est extrêmement propre, mais il y a pas de grande composition comme vous pouvez voir chez Snyder. Le plus intéressant, c'est surtout que Capullo, il a dessiné les New 52 de Snyder et il a dessiné, c'est le dessinateur historique des Spawn. Donc le voir dessiner quelque chose qui est à la fois dans l'univers de Spawn et dans l'univers des New 52, c'est quelque chose d'un peu jouissif, quoi, parce qu'on revient quand même à une époque qui n'était pas la pire de l'époque de l'époque de Batman ou de l'époque de Spawn. Mais à part ça, l'histoire est effectivement extrêmement confuse. Pour 50 pages, il y a beaucoup trop, c'est beaucoup trop dense et on se demande même pourquoi on perd autant de pages sur des bagarres alors que McFarlane n'arrête pas de rajouter du lore et du lore et du lore et du lore et on ne comprend même plus à la fin pourquoi ils se battent exactement. Comme tu dis, la, la perle est supposée permettre de ressusciter peut-être Wanda, enfin du coup la femme de Spawn, mais peut-être qu'elle pourrait aussi ressusciter Martha, mais elle intéresse aussi la cour des hiboux, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis c'est la cour des hiboux qui est donc l'univers du 52, qui apparemment aurait été plus ou moins d'accord avec une cour des prêtres de l'univers de Spawn pour invoquer un Hellspawn, mais depuis quand la cour des hiboux des New 52 déjà communique avec d'autres dimensions et pour faire venir des démons. Et s'ils peuvent faire venir des démons de Spawn, pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent avec un ergo qui est quand même beaucoup moins puissant qu'un Spawn, a priori, puisqu'un Spawn, un Hellspawn, c'est bourré Et de pouvoirs magiques. Enfin voilà, j'avais une Et question pour la continuité de Batman, parce que j'ai pas tout suivi. Parce que là, la cour des hiboux, il se transforme en hibou.
est-ce que ça a déjà été dit dans les récits de Batman, ça? Je crois pas, je crois que c'est une nouveauté. Ça Ouais, me dit il rien. invente Ouais, ça ça parce me que dit rien, ouais. je me suis dit: «Non mais il est gonflé». Il invente aussi des trucs chez DC, quoi. Donc ça m'a je me c'est nul, mais ça m'a fait marrer. Je me suis dit: «Mais il est gonflé». Non Bah, seulement après il se crée son truc, mais en plus, allez hop. je dirais que c'est un peu comme les Tom King, quoi. Il écrit la suite de la continuité 52, mais Ouais. c'est pas non plus canon puisque, ben, comme New 52 Mmh. c'est fini de toute façon, on s'en fiche de ce qui se passe après. Donc il crée une espèce de sentier un peu divergent où il fait la suite des New 52, mais dans son univers propre qui n'est pas Ouais, c'est non ça. plus amené à être canon. Bon, c'est un peu tordu. Au moins, il y a ce plaisir pour les gens qui aimaient les New 52 de retrouver le Joker, même si c'est complètement gadget, qu'on pourrait très bien faire sans. Et si c'est dans le récit, voilà, un récit, je crois que ça fait 48 pages en tout et pour tout. Et dans les faits, ben, c'est tellement confus il y a plusieurs moments, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne manquerait pas une page dans les PDF que Urban nous a envoyés? Parce que, ah bah, tout à coup, Spawn est dans le bureau d'un membre des hiboux en train de parler avec l'ergot. Et puis la page d'après, Batman et lui sont en train de se battre avec l'ergot dans la cour de l'asile d'Arkham. Mais comment se Ouais. fait-il qu'ils aient su qu'il fallait aller là et qu'ils allaient se retrouver là? Oui, est-ce qu'il manque pas un dialogue, de l'installation? Est-ce qu'il manque pas au moins 15 pages d'enquête et de dialogue pour essayer de comprendre comment on va là? Comment est-ce qu'on amène tel personnage là? Comment est-ce qu'on met en place notre piège? Comment est-ce qu'on se déplace de tel endroit? Non, c'est vraiment des espèces de téléportation instantanée qui font que les personnages n'ont plus grand sens. Tiens, tout à coup, l'un des membres de la cour des hiboux est avec eux dans la cour et se bat avec eux, mais il n'était pas là la planche précédente. Enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est un peu embêtant, parce que quand vous lisez Batman Spawn, à la rigueur, vous pouvez vous dire, on se fiche un peu du scénario, tout ce qui compte, c'est voir Batman et Spawn se battre d'abord l'un l'autre et ensuite se battre ensemble. C'est un peu le deal, c'est ce qui était fait dans les deux précédentes histoires, et c'est tout ce qu'on va voir ici, surtout dessiné par Capullo, donc pourquoi pas. Mais même ça ne marche pas, parce que bon, les bagarres, c'est pas du tout les plus impressionnantes qu'on ait vues ni avec Spawn ni avec Batman, mais en plus, voilà, cette confusion fait on arrive à la moitié de la bagarre et on est encore en train de se demander, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font là? On arrive à la fin de la bagarre, on se demande, mais en fait, pourquoi tel personnage est là? Pourquoi est-ce que Spawn lui fait tel truc juste pour mettre Batman en colère alors que ça n'a pas d'intérêt par rapport au scénario et ça aurait pu être fait tout à fait sans? Ah, c'est déjà fini et on nous promet une suite, mais pourquoi est-ce que j'aurais envie de voir ça si, si McFarlane n'a pas été capable d'écrire 50 pages de façon claire, alors que bon, bah, écrire 50 pages, bon, on a vu que c'était un problème hein, avec ceux qui écrivaient des One Bad Day et que c'était pas toujours si facile. Mais bon, a priori, la base, quand on a une histoire qui ne fait que La 50 pages, la c'est qu'on balle se dit, perdue pour les One Bad Day qui ont rien réclamé. voilà. Alors, si, c'est leur faute, mais on se dit, bon, bah, on écrit 50 pages, mais on essaie d'écrire un truc qui est simple, qui est linéaire et qui délivre sur les promesses qui sont faites. Et là, en l'occurrence, bah non, les promesses sont pas tenues. On a juste un truc qui balance beaucoup trop de concepts et qui n'arrive même pas à la conclusion et qui n'arrive même pas à être satisfaisant sur les bagarres parce qu'il y a toutes ces espèces de confusions et de lacunes et de bizarreries et de baroquisme qui font qu'on n'est même pas satisfait à la fin de cette histoire. Et a fortiori, on se fiche, enfin, on a envie d'effacer le point d'interrogation, on n'a pas envie de voir la suite. Tant pis, on n'a pas eu d'histoire. Bah, on n'aurait pas dû acheter ce volume et puis on veut pas voir la suite et puis fini quoi. C'est un peu les pires sensations qu'un tel volume pouvait nous procurer, je trouve. À la fois à cause de l'hyper mensonge marketing de l'événement épique et super production qu'on avait depuis 30 ans et à cause du soi-disant retour de McFarlane sur Batman Spawn. Il y a vraiment à aucun niveau ces promesses se sont tenues et bon ça reste assez médiocre. Je peux comprendre qu'il y ait des choses qui soient appréciables, mais voilà, quand on a en tête toutes ces promesses, on ne peut pas vraiment être pleinement satisfait par ce volume. Mais pareil, quand on a en tête le prix du volume pour ce volume triple, alors que dans les faits, la version encrée non colorisée, la version crayonnée, c'est intriguant à la rigueur quand on se veut dessinateur, mais c'est pas des versions non plus qui sont particulièrement passionnantes. Là, en l'occurrence, parfois c'est super. Hein. Là, en l'occurrence, bon, c'est plus des gadgets qui sont là pour gonfler le volume que vraiment du bonus à proprement parler. Ouais, donc, ouais, dommage. Ouais, donc du coup, voilà, Urban Comics et Todd McFarlane, voilà, ils m'ont énervé Siegfried. On va passer à un autre récit, les amis. Et promis, on parle plus de Spawn, en tout cas, je ne crois pas, puisque le prochain récit, prochain ouvrage plutôt qu'on va évoquer dans ce podcast concerne un grand monsieur du comics, c'est monsieur Alan Moore, puisque Urban Comics a publié un ouvrage consacré à ce monsieur. Ça s'appelle Alan Moore présente DC Comics. Tiens, je vais lancer Thomas sur le sujet. Alors, je sais que ça ne parle pas que de Batman, mais bon, qu'as-tu pensé de cet ouvrage et quel est le rôle que tient Batman dans cet ouvrage pour les fans de Batman? Alors, ça va être un peu compliqué à résumer parce qu'en fait, le principe du volume, c'est de rassembler
les séries à courte durée, on va dire, où Alan Moore était le scénariste. C'est-à-dire que au maximum, je crois, il y a 2 épisodes d'une série. Donc, il y a 2 épisodes de Superman, il y a 2 épisodes de Vigilante, il y a des morceaux de Green Lantern, etc. Donc, en fait, faut pas le lire comme c'est pas Swamp Thing, c'est pas Watchmen, c'est autre chose. C'est en fait quel regard porte Alan Moore sur différents personnages C'est et pas comment il Killing Joke. s'empare des séries. Non, il n'y a pas Killing Joke. Alors, d'après ce que j'ai cru suivre, en fait, il y a eu, en fait, c'est un volume qui a été édité plusieurs fois aux États-Unis et Killing Joke a pu être, dans certaines versions, ajouté dans cette édition. D'accord. Euh, Mais pas celle-ci. non, pas celle-ci. Alors après, moi, Pas ça dans me la plupart, dérange hein. pas. Ouais, moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, Killing Joke est quand même édité dans d'autres volumes. Je Est-ce l'ai que là, il y a pas vraiment Killing c'est Joke, par grave? exemple. Ouais, c'est ça. Est-ce que Édition c'est vraiment états-unienne, grave? il y a. Ouais, est-ce que c'est vraiment grave qu'il y soit pas? Pour moi, non, parce que il est ailleurs. Je préfère à Tout à la fait. rigueur qu'ils mettent les épisodes du Vigilante qui n'étaient pas dans les versions publiées par Panini. Je trouve ça plus intéressant. Et donc moi, ça m'a intéressé. Il y a un seul épisode de Batman, au scénario plutôt agréable, un espèce assez glauque sur un. C'est pas le gueule d'argile qu'on connaît, mais c'est le 3e gueule d'argile, je crois, si je me souviens bien. Et qui est amoureux d'une image, en fait, pour expliquer un peu plus simplement. Et qui, ou d'un objet, ou d'une représentation de la femme, et qui plonge dans la folie avec cette relation. Et c'est écrit en flashback où on constate l'effondrement d'une relation amoureuse assez sadique, quoi. Donc c'est un épisode plutôt agréable, très mal dessiné. Alors je me souviens plus qui c'est, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le dessin. Mais par contre, je trouve que le volume est intéressant pour le meilleur les meilleurs pour moi, c'est les 2 épisodes de Superman au début, qui sont vraiment excellents. Pour celui qui a tout, par exemple, pour l'anniversaire de On est sur Superman. combien de pages au total? Je sais plus. Je l'ai pas sur moi, donc je pourrais pas te dire. C'est un gros volume quand C'était même, je sais pas, 500 pages, 300, non? 350. Non, Ouais, 300, 350, ouais, quand Ouais, même. ouais, 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 quand même. et ouais, mais enfin, je le 344. voilà, je le lirai pas d'affilée, mais picorer de temps en temps, de se faire un épisode de temps en temps et en plus, ça a marqué, parfois, la continuité, quoi. Dans l'épisode de Green Lantern, il invente des Green Lantern complètement farfelus et Grant Morrison, il s'en souviendra quand il fera, Hal Jordan, Hal Jordan et Green Lantern, je sais plus comment ça s'appelait. Donc moi, j'ai passé un bon moment. Et en plus, je trouve que, juste pour terminer, je trouve que j'ai l'impression, j'ai pas la version anglaise, mais j'ai l'impression qu'Urban s'inspire un peu des Chronicles. C'est-à-dire qu'à la fin de très nombreux épisodes, il y a un petit texte, soit de l'éditeur, soit de choses comme ça. Et il y a un truc qui est fantastique à la fin, c'est le projet de crossover qu'avait fait Alan Moore. En fait, il a écrit une lettre. Alors, c'est vrai, je sais pas si c'était. Voilà. En gros, je sais pas s'il écrivait une lettre, mais on a l'impression qu'il écrit déjà, que tout est déjà planifié. Il n'arrête pas de dire sans arrêt: ouais, mais c'est pas très clair. Sauf qu'en fait, c'est assez clair. Et il y a tout le projet du crossover qui est pas appliqué. Et c'est vraiment passionnant de voir ce qu'il aurait pu faire. Et ce que je trouve très marrant, c'est que à la fin, sa version, le version du paradis qu'il propose à DC Comics, c'est carrément en fait une société anarchiste où des cellules locales autonomes dirigent. Donc en fait, sans le dire, parce qu'il parle beaucoup du reste, il dit en gros que le paradis c'est l'anarchisme. Donc ouais, le long texte à la fin m'a bien plu aussi, quoi, même s'il n'a jamais eu lieu. Donc ouais, Ouais. une lecture agréable au final. Ouais. Thomas va sortir un hashtag release the Alan Moore crossover. Ouais, il pourrait, hein, parce que franchement, je pense qu'il serait encore actuel. Ouais, je crois que entre Alan Moore et DC Comics, ça se passe pas super bien. Ouais, Euh, non, mais- Benoît, ton Avec avis? aucun éditeur. Ouais. Ouais, Benoît, ton avis toi sur ça? moi, je suis d'accord avec Thomas. J'ai beaucoup aimé le récit sur Superman, qui est un classique, hein, qui a été repris aussi dans les dessins animés, si mes souvenirs sont bons. J'ai beaucoup aimé, que je l'avais jamais lu, celui avec le Phantom Stranger.
Honnêtement, ça m'a énormément fait penser à ce que je pouvais lire sur American God ou des choses comme ça. Donc, j'ai perdu le nom de l'auteur de Neil Gaiman. Voilà, Neil Gaiman. Ouais, voilà, on sent quand même qu'il y a des trucs communs, quoi. Et même le coup de la sève, etc. Enfin, c'est des concepts que du coup, moi, je pensais que c'était assez récent avec les New 52, etc. Mais en fait, finalement, les concepts, tout est déjà là. Et c'est vachement intéressant. Et celui sur Batman est sympathique, ouais, voilà, c'est qu'un épisode, mais vraiment, il est assez glauque sur la fin, quoi. C'est vraiment un amour impossible, hein, puisque c'est un homme qui est amoureux d'un mannequin de vitrine, quoi. Et la fin est horrible parce que finalement, il réussit à avoir ce qu'il veut. Et l'amour est là. On va dire, l'amour suit sa lente. sa, Ne va sa pas lente. trop loin dans ce texte, je Voilà. sens que tu t'égares et ça va Et- mal finir. non, mais voilà, il y a un déclin et voilà, mais c'est horrible. Mais après, voilà, c'est très bien pour voir un petit peu sur toutes les histoires, enfin, ou quelques histoires que Alan Moore a touchées. C'est hyper intéressant d'avoir ça. Alors, j'ai pas tout lu, j'ai pas fini de lire les Green Lantern, ou même tout le texte à la fin. Mais voilà, c'est très intéressant. Moi, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et voilà, c'est des trucs qui n'avaient jamais été publiés, certaines histoires, donc c'est très intéressant à voir, à Ouais. lire. Ok. Siegfried, est-ce qu'on est plus positif avec du Alan Moore qu'avec du Todd McFarlane? Oh oui, on est relativement positif. Comme dit, après, ça fait pas partie des récits majeurs de Moore non plus, à part pour L'Homme qui a tout, qui reste un grand classique, même si le dessin est un peu vieillot, ça reste des petites pépites dans lesquelles picorer, comme le disait Thomas. D'autant que les concepts qu'il explore sur les Green Lantern, par exemple, sont encore particulièrement percutants aujourd'hui, et le récit sur Superman reste très fort. Par contre, effectivement, pour un fan de Batman, ça n'a pas grand intérêt. C'est même assez étonnant, parce que la première histoire, donc pour L'Homme qui a tout, raconte l'histoire d'une espèce de super vilain mogul qui place une fleur sur les personnages et cette fleur les met dans une espèce de léthargie, il leur fait vivre une réalité où ils sont heureux, où ils ont tout ce dont ils ont toujours rêvé. Donc a priori, on se dit que c'est un concept super fort, d'autant que quand Batman est lui-même touché, ben, du coup, il rêve du coup que ses parents ont survécu à leur assassinat dans Crime Alley. Donc ça pourrait être quelque chose d'explorer vraiment longuement. Que faire d'un Batman qui est heureux? Comment est-ce qu'il, lui, peut retrouver la volonté dans ce cauchemar de se réveiller? Et en fait, non, on a cette histoire avec Superman, qui lui finit par comprendre que son monde idéal où Krypton n'a pas explosé est en fait un leurre et qui parvient à se sortir par la force de sa seule volonté. Batman, on le voit juste content pendant 2 secondes que ses parents soient pas assassinés, et puis tout à coup on passe à autre chose, et puis à la fin il a plus la fleur. Bon, c'est un peu frustrant, mais c'est parce que c'est une histoire de Superman et pas une histoire de Batman. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a eu cette étincelle de concept qui n'est pas explorée. Bon, dans les failles, ça sera exploré pas mal de fois quand même plus tard dans la continuité. Rien que Tom King, finalement, dans son run, tout l'arc Nightmares, où c'est Batman qui est plongé dans des cauchemars et qui doit, à force de parcours dans différents cauchemars, essayer de se réveiller. On est complètement dans une histoire à la pour l'homme qui a tout, mais là, on se dit quand même qu'il y a un concept sur Batman qui n'est pas tout à fait exploré. Et comme dit, il y a cette histoire un peu sympathique des Noces d'argile, dessinée par Josh Freeman de façon un peu hideuse, mais qui n'est pas vraiment une histoire de Batman. En fait, on est plus sur une histoire à la Twilight Zone ou à la quatrième dimension ou à la Tales of the Crypt, une histoire un peu cynique sur un personnage à qui il arrive quelque chose d'un peu tordu. L'intervention de Batman ne donne aucun intérêt. Finalement, là où Batman est le plus intéressant, c'est dans cette espèce de grand projet d'Alan Moore, donc qui s'appelait le Twilight of the Superheroes, le crépuscule des super-héros, qui effectivement aurait dû être une espèce de méga crossover qu'il a envisagé juste après Watchmen et qui finalement ne verra jamais le jour, mais ça reste un peu une ancienne. Il y a eu beaucoup de mythes d'ailleurs sur est-ce que ce projet existe ou pas, jusqu'à ce que le tapuscrit soit publié sur un site, je crois, et authentifié par pas mal de monde comme étant effectivement un vrai projet que Moore a vraiment porté et dont il a parlé à pas mal de monde, y compris Brian Bolland par exemple, ou des éditeurs. Et c'est quand même 50 pages complètes de pur tapuscrit où Moore expose ce qu'il aurait voulu faire dans cette espèce de gros ouvrage. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Et ce qu'il dit sur Il Batman, fait c'est une- très intéressant parce que oui, il fait si tu viens, il fait un petit préambule où il explique comment doit être tout crossover. Et juste lisez ce paragraphe-là, parce qu'en fait, c'est génial. Il a totalement raison. Il dit qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait longtemps, mais qu'il faut que ça ait un impact sur l'univers, ce qui est une évidence. Mais c'est tellement pas fait les 3/4 du temps que c'est rafraîchissant de se dire que lui a écrit ça en 85 et qu'on est encore dans la même situation, quoi.
Oui, voilà, c'est à la fois de l'histoire, mais il en profite pour faire un peu de théorie. Il fait aussi référence à la préface qu'il avait écrite pour The Attack Returns de Moore. Donc c'est assez intéressant de le voir aussi utiliser ces concepts-là, d'autant que lui explique qu'il n'a pas forcément d'intérêt à utiliser Batman dans l'histoire, ou en tout cas pas au début, mais voilà, pour lui, Batman ne doit pas être présent au premier plan, mais il y a peut-être qu'il serait mort, ou peut-être qu'il y aurait des étincelles de mythe, ou on imaginerait qu'il dirigerait une espèce de société anarchiste secrète pour en fait essayer de recontrôler le monde de façon saine. Enfin voilà, c'est extrêmement intéressant. Je trouve tout le rôle qu'il donne à ce personnage qui n'est pas supposé apparaître dans le crépuscule des super-héros, mais il ne peut pas lui-même s'empêcher de revenir à Batman et d'expliquer pourquoi Batman est tellement important dans la constitution du mythe de DC Comics, même s'il n'a pas l'intention d'utiliser proprement ce personnage. Donc voilà, je trouve que pour un fan de Batman, pour le coup, 1050 c'est très intéressant de voir à quel point Batman infuse et est régulièrement rappelé alors même qu'il n'est pas supposé être un personnage de ce récit. Rien que ça, c'est dire à quel point Moore a compris des choses sur Batman que beaucoup de scénaristes de Batman exploitant Batman, eux, n'ont pas compris. Donc ça, voilà, ça reste un volume qui est très important, d'autant que pour le coup, autant il y a beaucoup d'histoires qu'on avait déjà vues, autant c'est la première fois que ce Crépuscule et super-héros est intégralement traduit en français, donc ça a au moins cet intérêt-là. Ok. Alors, tu sais, Siegfried, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je l'ai pas sonné. Alors, j'aimerais sonner quand même un petit peu Si tu l'alerte de veux, hein, mais c'est quelques vraiment, secondes. c'est vraiment que t'es frustré. Voilà, c'est pour passer ma frustration parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sonné cette alerte. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les amis, sur ce Alan Moore présente DC Comics, ou est-ce que vous voulez qu'on bascule sur le dernier ouvrage qui n'est autre qu'un Batman Chronicles? On a Vas-y, tout vas-y. dit? Allez, on bascule sur Batman Chronicles, volume 1 de 1989. Alors, 1989, c'est une année qui nous parle, à nous, fans de Batman, bien entendu. Siegfried, je te laisse la parole pour nous présenter cet ouvrage qui sont plus ou moins réguliers dans leur publication. Oui, donc cette fois, on est sur la publication des Batman. Donc, on n'est pas. Je rappelle que les Chronicles, c'est jamais très clair dans le projet. Il faut bien regarder les petits caractères sur le quatrième de couverture. Tantôt, on publie on aura bientôt les Tales of Dark Knight, mais là, parfois, on a les Detective Comics qui sont donc scénarisés par Alan Grant. Là, on est sur la fin du run de Starlin, notamment dans les comics Batman à proprement parler, donc les numéros 430 à 439. Une chose un peu étonnante, c'est que pour moi, la meilleure histoire que Starlin ait jamais écrite sur Batman, c'est la toute dernière qui est faite. C'est juste un tout petit fascicule qui donc inaugure ce volume qui s'appelle Last Wish. C'est juste une aventure d'un sniper sur un toit qui abat des gens et Batman qui l'arrête. Et rien que cette toute petite histoire, ça témoigne que Starlin a compris énormément de choses sur Batman dont on n'avait pas forcément du tout l'impression qu'ils avaient comprises, parce qu'il y a eu tellement de ratés dans Starlin sur Batman, toute son histoire avec AG par exemple, ou même sa manière d'écrire la mort de Todd. Enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient étranges, maladroites. On sentait qu'il aimait pas forcément ses personnages, qu'il aimait pas forcément ses concepts. Et là, rien que cette histoire complètement minimaliste montre à quel point il a saisi quelque chose de l'esprit, de la nostalgie, la mélancolie, la poésie particulière du personnage de Batman. Et c'est un peu étonnant parce que ça me rappelle, Snyder a fait exactement la même chose. La toute dernière histoire qu'il a écrite sur Batman, c'était aussi une toute petite histoire où c'est juste Batman qui se balade dans Gotham. Et pareil, ça témoignait à quel point Snyder avait compris ce lien organique entre Batman et Gotham. Et c'est triste, je trouve, que ces auteurs écrivent sur leur dernier fascicule quelque chose d'aussi fin, alors qu'on aurait aimé voir cette finesse infusée dans tout ce qu'ils ont pu produire par ailleurs. Mais enfin voilà, ça reste une petite pépite méconnue et vraiment très chouette. Ensuite, on passe sur la suite qui est donc plus... c'est moins notable. On sent que le but, c'est surtout de faire un peu de remplissage en attendant l'arrivée d'un nouveau scénariste, mais ça reste quand même très chouette. On a une petite histoire de Osley et c'est toujours Aparo qui continue de dessiner sur des tueurs à Gotham. Et le seul but, c'est de montrer que Batman il est toujours super classe, malgré le départ de Sterling et malgré la mort de Robin, ce qui est jamais évident. On a des petites histoires sur le deuil, sur Batman qui fait le deuil de Robin, mais sans en faire trop. Et ça, pareil, c'est assez fin et c'est assez juste parce que c'est pas évident de savoir comment écrire le deuil d'un personnage. D'ailleurs, on l'a vu là chez DC récemment, la mort d'Alfred est parfois traitée de façon catastrophique. Enfin, parfois, elle est complètement passée sous silence dans des histoires où elle pourrait être importante, et parfois, on a des dizaines de fascicules entiers où c'est juste des personnages qui pleurent Alfred. Enfin, c'est rarement fait de façon fine, intéressante. Et là, j'ai trouvé ça très juste sur Batman qui essaie juste de sauver un enfant parce que ça le touche. Et on a une mère qui lui dit mais pourquoi cette histoire vous touche autant? On n'a pas la réponse. En fait, le lecteur comprend, lui, que c'est en lien avec l'enfant que Batman vient de perdre. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont assez justes. Ensuite, on a 3 histoires qui sont un peu plus importantes. Donc, on a surtout les nombreuses morts de Batman qui est scénarisé par John Byrne,
lui-même est habilement dessiné par Aparo, avec notamment un premier fascicule qui est presque complètement muet, où on découvre juste des personnages habillés en Batman qui meurent. Et du coup, les habitants de Gotham découvrent des cadavres et croient à chaque fois que Batman est mort et on voit le choc que ça leur fait. Il y a même Dick qui à un moment croit qu'effectivement Batman est mort et on le voit pleurer. Et tout ce numéro est complètement muet, à part juste une case où Gordon dit aux personnages qui sont aux policiers qui sont autour de lui, sortez, parce qu'il veut voir à la morgue le visage de Batman dont il a le cadavre sous les yeux. Enfin, c'est hyper fort comme concept. Imaginez commencer une histoire par tout un fascicule complètement muet, à part ce petit sortez endeuillé. Enfin, c'est assez révolutionnaire et extrêmement efficace. Et il fallait vraiment à la fois un bon scénariste et un bon dessinateur pour porter ça, et c'est vraiment réussi. Et voilà, c'est une solide histoire sur une personne qui assassine des personnes qui en fait ont fait partie des formateurs de Batman quand il était encore Bruce Wayne et plus jeune et qu'il s'entraînait donc à différentes disciplines. Et c'est une manière de montrer que Batman, en fait, il allait chercher des dizaines et des dizaines de spécialistes, chacun dans son domaine, pour essayer d'apprendre. Ce qui, évidemment, est assez habile, parce que ça permet aussi d'éloigner les soupçons, puisque c'est, a priori, quand vous allez voir 50 personnes qui n'ont aucun lien les unes avec les autres, on voit juste une espèce de petit riche qui va s'entraîner en 2-3 hobbies, plutôt que s'il s'était entraîné juste auprès d'une ou deux personnes spécifiques. Et c'est une belle manière, je trouve, de raconter l'entraînement de Bruce Wayne, mais sans faire un seul flashback, juste en disant, voilà, il y a toutes ces personnes qui sont mortes, et une telle était spécialiste de ski, une autre d'arbalète, etc. Et de comprendre que voilà, cette personne est celle qui a formé Batman dans son enfance, sans qu'on ait forcément besoin d'un grand récit où on reviendrait sur toutes ces étapes de l'enfance de Bruce Wayne. C'est assez subtil, assez fin. Bon, la conclusion n'est pas forcément à la hauteur de tout l'intérêt que peut avoir le volume, mais ça reste une histoire qui reste super intéressante. Bon, ensuite, on a un petit truc Faces sur l'alliance sur Batman Double Face. L'alliance intéressante, mais l'histoire n'est pas forcément très bonne. Et on a surtout Batman année 3. Donc, on se souvient que déjà Batman année 2, le nom était une pure arnaque parce que ça se passait pas du tout à la deuxième année. Là, pareil, année 3. Le but, c'est vraiment juste de surfer sur la vague de l'année 1 et l'année 2. D'ailleurs, ce qui est assez typique que ça ne marche plus, c'est que année 3, c'est le seul à ne pas avoir été publié en volume à part parce que ça n'intéressait personne, en fait, et que tout le monde avait compris à quel point c'était une arnaque. En plus, le dessin est hideux, c'est dessiné par Pat Broderick, mais vraiment, c'est complètement daté, c'est vraiment assez lamentable. Par contre, c'est scénarisé par Marv Wolfman. Et Wolfman, bon, pour le coup, c'est un très très grand. Et effectivement, c'est quand même très bien écrit. C'est toute une histoire sur uniquement la relation entre Dick et Batman, parce que Zuko, qui est donc l'assassin des parents de Dick, va être libéré de prison 20 ans après. Et donc, comment est-ce que à la fois Alfred, à la fois Batman, à la fois Dick, et aussi la pègre de Batman réagissent à ce retour dans le monde réel de Zuko. Et bon, c'est une idée, comme vous le voyez, c'est une idée qui a assez de potentiel. Et effectivement, c'est une idée qui est exploitée de façon assez forte, d'autant qu'on est après la mort de Jason aussi. Donc évidemment, Batman est aussi complètement dans le deuil de son dernier Robin au moment où revient sur la scène l'assassin des parents du premier Robin. Enfin, forcément, ça motive énormément de choses et c'est mené par quelqu'un qui a conscience de tous ces enjeux et qui les écrit vraiment très bien avec cette peur de la perte. Et en même temps, ça prépare aussi au retour de Tim, parce que tous ces deuils, c'est aussi l'occasion de montrer que même si Batman est pétri de ses peurs de deuil, de ses peurs de perte, il a quand même vécu en accueillant Dick quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, d'extrêmement réjouissant, d'extrêmement beau, et que ça instille un peu l'idée que ça serait bien que Batman retrouve ce quelque chose une fois qu'il sera parvenu à faire son deuil. Et effectivement, un peu plus tard, on aura ce retour de Tim. Donc je trouve que c'est une très belle manière d'écrire tout ce deuil sans que le deuil soit forcément le sujet central du récit, mais par ce prétexte qui est traité de façon vraiment très fine. C'est tellement dommage que ça soit mal dessiné, parce que ça aurait pu faire partie des récits de DC vraiment majeurs de l'époque. Mais voilà, malheureusement, ce dessin mine un peu tout. Et ça finit enfin par on a déjà parlé, donc je reviens pas trop dessus, l'adaptation du film de Burton en bande dessinée. On en avait parlé lors d'un Bat Reviews, donc on avait consacré une dizaine de minutes sur ce volume, donc je reviens pas longtemps. L'intérêt, c'est que c'était scénarisé quand même par Denis O'Neill, et donc étonnant que ce soit pas scénarisé par le scénariste de Batman, du Batman de Tim Burton, alors même qu'il était lui-même scénariste de comics, mais scénarisé par Denis O'Neill, alors qu'il était éditeur DC Comics, donc après il avait mieux à faire que de scénariser une bête adaptation d'un film en bande dessinée, et dessiné par Jerry Ordway. Et comme j'avais dit, c'est un projet qui a un peu le cul entre deux chaises, entre pure transposition en case d'un film et tentative d'apporter quand même quelque chose par le genre propre de la bande dessinée, par la forme propre de la bande dessinée, effectivement, avec quelques idées de composition qui sont parfois assez percutantes, et puis parfois un rythme qui est complètement cassé par le fait qu'on essaie juste de copier le rythme du film et que ça marche pas en bande dessinée. Donc voilà, c'est un projet qui
est intéressant, pas uniquement en tant que transposition du film en bande dessinée, parce qu'il y a quand même Denis Sony et Ordway qui sont quand même des gens assez talentueux et qui essaient de faire quelque chose, mais on les sent aussi pressés par le temps et parfois dans quelque chose d'un peu plus paresseux, d'un peu moins stimulant, avec une transposition un peu bébête. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne manque pas d'intérêt, mais n'allez pas acheter le volume pour ça. Par contre, le volume peut être acheté quand même, n'est pas un si mauvais investissement, parce que même si aucune des histoires qu'il contient n'est vraiment majeure, c'est beaucoup d'histoires qui sont étonnamment solides et forcément peu connues, parce que c'est pas une grande époque de Batman. Comme vous voyez, aucune de ces histoires n'appartient à un grand méga arc dessiné qui aurait vraiment fait date, mais c'est plein de petites histoires qui n'ont pas eu la notoriété qu'elles auraient pu mériter et qui apportent toutes un peu quelque chose d'un peu fin, de pas juste divertissant, mais plein de bonnes petites méditations sur qui est Batman et qu'est-ce qui fait l'identité de Batman en termes de combat et de sociabilité. Et rien que pour ça, c'est un volume qui est très agréable à lire, donc plutôt recommandable. On finit sur du positif, hein, les amis, sur ce podcast. Benoît, Thomas, je crois que tu ne l'as pas lu. Ah non, je suis toujours en retard. Toi aussi? J'ai 3 tomes de Chronicle. Ah oui, là, ça fait pas mal de lecture, 3 tomes de Chronicle. Ouais. C'est juste que je trouve que Urban, la collection Chronicle est fantastique, les bonus sont fantastiques, c'est super bien. Je trouve que Batman, ils en publient un petit peu trop, ce qui fait que moi, j'arrive pas à suivre, quoi. Alors que je voudrais bien les suivre à chaque fois, quoi. Mais il y en a trop, quoi. À qui le dis-tu? Benoît, veux-tu rajouter quelque chose sur ce Batman Chronicles, même si Siegfried a fait un grand tour d'horizon, hein, sur ce qui est présenté? À part l'adaptation que j'ai par là, mais sinon, non, le reste, je n'ai absolument pas lu, je préfère m'abstenir. Ok. Très bien, les amis. Ce podcast va toucher à sa fin. Je voulais juste dire, je crois qu'on s'est trompé dans la date, quoi, parce qu'on n'est pas en 2023, là, on est dans 93, quoi. Parce que si tu regardes tout ce qui a été publié, donc il y a le Mark Silverstreet qui est au dessin, t'as McFarlane et Capullo qui sont ensemble sur du Spawn, t'as le Spawn Batman de 93. Il y a aussi Wildcats qui est sorti. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, c'est très bon de cette époque-là. Donc je dis, c'est pas mal. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite série qui est arrivée sur Netflix qui s'appelle Batman, la série animée. Oui. Donc pour moi, on est clairement dans les années 90, quoi. Oui, non, mais il y a une petite vague, nostalgique. Ouais, effectivement. Une belle petite vague, hein, quand même. Hein. On vient repêcher quand même le lecteur des années 90 en lui disant « Ouais, t'as vu? C'est ça qu'on avait quand t'étais gosse. Ouais, c'est ton mois. C'est ton mois. C'est ce mois-ci que tu dois tout acheter. D'ailleurs, voilà, c'est ça. Le vieux comme moi était assez con pour le faire, donc ça marche. Hein, ça marche. Parce que là, on parle que de DC, mais si tu regardes chez la concurrence, pareil, hein, tous les trucs des années 90 là qui va ressortir. En même temps, il n'y a plus rien de bon chez Marvel aujourd'hui. Donc, à part les X-Men, il n'y a rien de bon chez Marvel. Donc, clairement, soit tu lis du DC, soit tu repars dans le passé. Voilà. Tu as vu, je finis quand même par un très. C'est ce que j'allais dire. Une vraie positivité sur DC Comics pour conclure ce podcast. Alors que tu avais entamé en parlant de Marvel, tu conclus de fort belle manière, Thomas, ce podcast. Merci en tout cas à toi pour cette participation avec nous à ce podcast. Merci également Siegfried et Benoît pour votre participation. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés sur YouTube ou écoutés en podcast. N'hésitez pas vous aussi à nous donner vos avis sur ces récits, non pas de 2023, mais vous l'avez compris, des années 80 et 90. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser ces avis ou des messages sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, ou sur batmanlegend.com ou sur YouTube en dessous de cette vidéo. Bref, comme d'habitude, vous l'avez compris, on vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour parler encore et toujours de l'univers de Batman. Merci. Ciao. Bonne fête tout le monde. Salut.